Bonjour à tous, merci d'être parmi nous pour ce webinaire qui fait partie des cycles de la rentrée. Donc on avait déjà un premier webinaire sur l'Aéro 2020, là on en fait un deuxième sur la mobilité et les nouveaux espaces pour la ville de demain. On en aura également, donc GreenSolus, deux autres pour la RSE et un quatrième sur la finance durable dans ce premier cycle de la rentrée. Le problème d'aujourd'hui, le contexte d'aujourd'hui, c'est principalement, on va parler des mutations vraiment récentes qui sont liées entre le bâtiment et la mobilité. Au printemps 2020, donc, comme vous le savez tous, la moitié de la population mondiale s'est retrouvée confinée. Comment cela a-t-il changé en fait la relation de chacun à son domicile et à son lieu de travail? Quel impact cela a-t-il eu sur le secteur de l'immobilier et du bâtiment? Est-ce que cela a eu un impact sur les émissions de gaz à effet de serre? Et d'autre part, deux phénomènes qui ont déjà beaucoup été commentés, donc l'essor du télétravail et l'exode urbain. C'est un peu de tous ces sujets-là dont on va parler avec nos invités aujourd'hui. On a la chance d'avoir Laure Wagner, d'un kilomètre à pied, Hervé Duré, donc de Certivia, responsable de la qualité des cadres de vie, moi-même, donc, qui suis directeur de projet du Hub Advisory à GreenSolus, et Noël Garnier, qui est consultante en mobilité durable. Simplement pour commencer, donc très rapidement pour présenter notre société GreenSolus. Donc GreenSolus, on se définit comme étant un accélérateur de la transition écologique. Et pour cela, on est organisé autour de 4 hubs. Un hub advisory qui est centré sur le conseil, l'accompagnement et la conduite du changement. On définit des stratégies responsables, donc RSE, ainsi que des outils de modélisation de solutions concrètes et innovantes pour la transition écologique. Parmi celles-ci, nous avons également des solutions, des plans de mobilité également que nous développons pour nos clients. Nous avons également un hub donc, de formation, parce que pour nous, la formation est essentielle à la transition écologique. On ne peut pas développer des solutions sans que les gens soient sensibilisés aux différents enjeux de la transition écologique. Enfin, on a deux autres hubs également. Donc, la transition écologique, ça se finance. La question du financement et des investissements est essentielle. C'est pour ça qu'on définit également des stratégies et des plans d'action d'investissement responsable dans les actifs immobiliers. Et enfin, il faut savoir faire, mais il faut aussi faire savoir. Donc c'est pour ça qu'on a un hub qui est centré sur la communication, le hub content, sur comment diffuser le meilleur contenu pour la ville de demain. Et à ce sujet, donc on a une plateforme en ligne, Urban Chronicles, que je vous invite à aller voir sur Internet. Voilà. Je vais passer la parole à Nolwenn. Bonjour à tous. Pour ma part, je vais vous parler des nouveaux espaces pour la ville. Comment l'épidémie a-t-elle bousculé les habitudes des citadins, laissant la place pour de nouvelles opportunités pour dessiner la ville de demain. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter rapidement le contexte, quelques chiffres sur l'immobilier et l'évolution des usages dans ce contexte épidémique. Et ensuite, je vais faire un focus un peu plus précis sur l'immobilier de bureau et les possibilités d'évolution qui s'ouvrent à lui. Et enfin, proposer quelques pistes et quelques modèles sur l'avenir de la fabrique de la ville. Au printemps 2020, comme on l'a déjà dit, près de la moitié de la population mondiale s'est retrouvée confinée. Voilà, et excusez-moi. Et deux phénomènes ont beaucoup été commentés, l'essor du télétravail et l'exode urbain vers des zones moins densément peuplées. 18 mois plus tard, on peut déjà dresser un premier état des lieux. En 2020 et 2021, le collectif Mobilité Île-de-France a mené une enquête suivie et note que si seulement 22% des personnes interrogées
pratiquaient occasionnellement le télétravail avant la crise, ce taux atteignait 52% un an plus tard, en janvier 2021. Ces chiffres, cependant, cachent une disparité selon les lieux de vie. Ils correspondaient à 62% des Parisiens, pour seulement 46% des personnes qui font la Grande Couronne, et aussi bien sûr selon les activités de travail. 69% des CSP+, se déclaraient pratiquer le télétravail, pour seulement 27% des CSP-. Les entreprises ont saisi cette occasion pour réduire leur surface de bureau et ainsi leur coût de fonctionnement. On a alors assisté à une forte augmentation de la vacance des bureaux, notamment en Île-de-France. Là encore, donc, les chiffres cachent des grandes disparités. Si le niveau moyen de vacances est de 7% en Île-de-France, il atteint 12% à la Défense et 16% au nord de la petite couronne parisienne. Des estimations indiquent qu'avec l'essor du télétravail, on pourrait avoir jusqu'à 3,3 millions de mètres carrés de bureaux supplémentaires qui pourraient être libérés d'ici 10 ans. Donc, un autre phénomène qui a été observé depuis la crise sanitaire, c'est un attrait pour les zones moins densément peuplées. Depuis le confinement, 21% des Français envisagent de quitter leur lieu de vie. Et cette tentation est particulièrement répandue chez les habitants des grandes villes. Ils sont 31% à l'envisager. D'ailleurs, en mars 2021, presque la moitié des acheteurs ont orienté leur recherche immobilière vers une agglomération de moins de 20 000 habitants, c'est-à-dire une ville moyenne. À titre de comparaison, 16% à vouloir faire ça en mai 2020. Vous êtes également 15% à souhaiter s'installer à la campagne, contre seulement 4% un an plus tôt. Il se trouve que le télétravail, en fait, plus n'est pas étranger à ce grand désir de déménagement et d'air libre. Donc, plus de la moitié des télétravailleurs en aire urbaine indiquent souhaiter leur localisation de résidence plus loin de leur lieu de travail. Si la demande, que ce soit en logement ou en bureau, a été chamboulée par l'épidémie, l'offre immobilière a aussi été touchée par la crise. L'an dernier, 376 000 logements ont été mis en chantier, soit un recul de 7% par rapport à l'année d'avant. Dans le même temps, 380 000 permis de construire ont été délivrés, soit 15% de moins qu'en 2019. C'est le marché des appartements neufs qui a été le plus touché, avec une diminution de 20% enregistrée en un an. Cependant, le début de l'année 2021 incite déjà à relativiser le recul subi en 2020. En tout cas, on peut se demander si on va assister à une pénurie de logements et si éventuellement la transformation des bureaux qui ont été laissés vacants en habitation pourrait être une solution à cette pénurie. Il se trouve que non seulement la conjoncture d'offres et de demandes semble aller dans cette direction, mais les politiques publiques expriment également une forte volonté dans ce sens. Historiquement, les bureaux sont une source de profit plus intéressante pour les communes, notamment par le biais de la taxe foncière, alors que l'habitat demande davantage d'investissements en matière de services et d'équipements. Mais on observe aujourd'hui une inversion de cette tendance. Les villes cherchent désormais à attirer des habitants plus que des activités. C'est ce qu'on peut observer avec des appels à projets comme Réinventer Paris 2021, avec laquelle la capitale se donne pour objectif de transformer 60 000 m² de bureaux en logements. D'un autre côté, la lutte contre l'obsolescence immobilière, qui est représentée par les rénovations, est aussi appréciée par les grands investisseurs, privés et publics. Action Logement a annoncé un budget de 1,5 milliard d'euros dédié à la transformation de bureaux en logements sur 3 ans. Et du côté des privés, Novaxia a été le premier fonds qui a mobilisé l'épargne privée à hauteur de 1 milliard d'euros dans le domaine de la transformation des bureaux en logements. Et en effet, cette piste pourrait sembler une solution avantageuse sur plusieurs plans. Déjà, comme on l'a dit, ça pourrait éventuellement permettre de pallier la pénurie des logements qu'on observe depuis plusieurs années, surtout en Île-de-France, tout en limitant l'étalement urbain. Aussi, diminuer les déchets de construction, parce que les déchets de construction sont responsables de 60 à 80% des déchets en Île-de-France. Ça pourrait permettre de réduire les délais de livraison. Et enfin, d'augmenter la diversité dans les quartiers et de favoriser une approche de la ville du quart d'heure. On va en parler un petit peu plus tard. Cependant, la réalité est plus complexe et la rénovation des bureaux fait face à de nombreux obstacles techniques, qu'il s'agisse d'architecture, d'aménagement ou de planification urbaine. Tout d'abord, les immeubles de bureaux ont souvent une largeur très importante, supérieure à 15 mètres, alors que les immeubles d'habitation se limitent à 12 mètres. Ça a un impact sur la gestion de l'espace et de la lumière dans ces immeubles.
Dans un immeuble de logement, il faut aussi repenser le plan de circulation, installer de nouveaux escaliers, de nouvelles cages d'ascenseurs, des gaines techniques. Les plafonds, les sols, les façades ne sont pas toujours adaptés, donc parfois il faut déconstruire et vraiment faire des transformations très importantes. Enfin, les immeubles de bureaux vides se trouvent très rarement dans des quartiers résidentiels et les transformer en logement implique une réflexion plus large à l'échelle du quartier. L'insertion dans la ville de tels projets, avec une accessibilité aux réseaux de transport, à des équipements, des commerces, des écoles par exemple, est essentielle. Donc finalement, on se rend compte que transformer des bureaux coûte parfois plus cher que de tout raser et reconstruire sur une nouvelle base. Et c'est sûrement pour ça qu'en 20 ans à Paris, on a seulement l'équivalent de 3% du parc de bureaux qui a changé de destination pour devenir du logement. Pour autant, c'est pas parce que c'est compliqué que c'est impossible. Et je voulais vous présenter deux exemples que j'ai trouvé intéressants. Le premier, c'est le projet Good Morning Campus par le promoteur Cardinal, qui a choisi d'implanter une résidence-service à Créteil, dans les anciens locaux de la CPAM du Val-de-Marne. Donc, ces locaux ont été entièrement transformés. Le promoteur a complètement rénové le bâtiment et au total, 550 logements seront proposés à la location pour des étudiants et des jeunes actifs. C'est une résidence nouvelle génération avec 1200 mètres carrés d'espace de vie commun, un toit aménagé, un jardin potager et 90 places de stationnement. Un autre exemple, un autre projet qui est intéressant, c'est un projet qui a été annoncé à Londres. Là, il s'agit de créer 1500 nouveaux logements d'ici 2030 dans le quartier de la City. Ces logements se situeront dans des immeubles de bureaux qui sont actuellement vacants et qui seront rénovés de manière à limiter l'empreinte carbone. Cette fois, il y a vraiment une réflexion à l'échelle du quartier et pas seulement à l'échelle du bâtiment, puisque l'objectif à terme, en dehors de créer des logements, c'est aussi de proposer des espaces d'accueil pour le commerce, la culture ou des nouvelles entreprises, et ainsi donner une vie au quartier pendant les week-ends et en soirée, et pas seulement la journée comme c'est le cas actuellement. La ville pourrait par exemple décider d'interdire l'accès aux véhicules les samedis ou les dimanches pendant l'été, de lancer des événements culturels en soirée. Globalement, l'idée, c'est d'encourager la population à s'y promener, à y faire du vélo, à y passer du temps. Pour conclure, je voudrais évoquer une autre piste intéressante pour le futur des constructions. Il s'agirait cette fois non pas de réfléchir à la réfaction d'immeubles existants, mais de prendre en compte dès la construction d'immeubles neufs leur réversibilité, leur flexibilité, c'est-à-dire de dessiner des bâtiments qui, dès le départ, permettraient d'accueillir plusieurs usages et de changer de destination facilement. C'est ce qu'a proposé le promoteur Ogic pour le projet idéal dans le quartier de Confluence à Lyon. Les 12 000 m² de bâtiments qu'ils ont construits sont réversibles grâce à l'absence de murs porteurs séparatifs entre les locaux, ce qui permet de déplacer facilement des cloisons, grâce à l'installation de gaines techniques préexistantes et grâce à l'utilisation de planchers et de façades adaptés à différents usages. Donc, grâce à tout ça, ces bâtiments peuvent être facilement convertis en bureaux ou en logements selon les besoins. Ces nouveaux immeubles sont des pistes que j'ai trouvées inspirantes pour penser l'immobilier de demain. Merci. Alors, je crois que c'est moi. Yes. Bonjour à tous, merci Nolwenn. Moi, je vais vous parler du coup de l'importance de réduire les distances domicile-travail pour arriver aussi à cette ville du quart d'heure, voire des campagnes du quart d'heure. C'est parti. Je vais lancer mon petit chrono pour être sûr de ne pas trop dépasser. Moi, je suis une ancienne du ministère de l'écologie, puis de Blablacar, pour qui j'ai été responsable communication pendant 11 ans, avant de créer ma startup qui s'appelle 1 km à pied et qui fait de la data analyse des trajets domicile-travail pour faciliter les plans de mobilité. Les transports, c'est 30% du CO2 en France. Vous voyez à gauche, là, c'est le gros bloc bleu. Et quand on regarde dans le détail, on voit que ce qui émet le plus dans les transports, ce sont les voitures particulières. Et le trajet qui structure tous les autres et qu'on fait tous les jours, c'est le trajet domicile-travail, d'où l'importance d'entamer cette transition. Donc, voici l'équation des trajets domicile-travail aujourd'hui. La distance est de 14,7 km à l'aller. Petite anecdote, dans les années 60, c'était 3 km à l'aller. Donc, ça a vraiment évolué dans le mauvais sens ces 60 dernières années. Du coup, le mode de trajet, 74% des actifs font leur trajet en voiture. Et la fréquence des trajets, on est toujours globalement sur 5 jours par semaine. Alors là, vous allez me dire, ben non, la fréquence, on peut maintenant faire du télétravail. Alors effectivement, on peut, mais en fait, peu d'actifs sont éligibles au télétravail. En gros, cette étude a regardé
vraiment les caractéristiques de l'emploi en France en se basant sur le recensement. Et donc, seulement 26% des actifs ont un métier éligible au télétravail, facilement, là, comme nous, j'imagine. 60% absolument pas du tout éligibles dans les métiers comme le BTP, l'industrie, transport, énergie, propreté, hôtellerie-restauration, santé, vieillesse dans les EHPAD, etc. Et puis, vous avez un 14% qui pourrait parfois faire un petit peu de télétravail. Par exemple, un chirurgien qui globalement opère au bloc, mais une fois de temps en temps, il pourrait faire des dossiers de patients à la maison, ou un chef de chantier qui irait de chantier en chantier, mais une fois de temps en temps, ferait un peu de compta à la maison. Voilà, donc, ça recoupe, pendant le premier confinement, le plus suivi, on était 8 millions de Français en télétravail. Donc, c'est les 26 de gauche, plus une petite part des 14%. Voilà. Quelques chiffres du coup sur ce boom du télétravail qui est réel, mais dans du coup la poche de gauche, les 26%. Donc 72% des Français éligibles au télétravail, pas 72% des Français, souhaitent la généralisation du télétravail. On s'arrête sur 2,3 jours de télétravail par semaine. 15% d'entre eux désireraient le poursuivre à plein temps. C'est d'ailleurs notre cas chez 1 km à pied, on est 12 à plein temps en télétravail. Et puis, 33% des télétravailleurs pourraient même démissionner s'ils devaient retourner au bureau à plein temps. Alors, attention aux titres accrocheurs de la presse. Télétravail, 3/4 des Français ne veulent pas revenir au bureau. Gardez toujours en tête, non, c'est 3/4 des Français qui font du télétravail, c'est-à-dire en réalité 1/4 des Français. Donc, c'est 3/4 du quart. Voilà. Alors, ensuite, si on revient à l'équation, on a vu que la fréquence, en gros, pour la majorité des gens, on va rester sur 5 jours par semaine. Et puis, pour ceux qui peuvent faire du télétravail, on va être sur 2-3 jours de trajet par semaine. Donc, quid du mode de trajet? Voici les parts modales en France. 74% des gens sont en voiture, 16% en transport en commun et un petit peu à pied et à vélo. Le vélo, toujours que 2%. Il y a eu pourtant un boom du vélo pendant le Covid. On a vu des milliers de kilomètres de pistes cyclables créées en Europe, 2 à 2,5 fois plus de vélos qu'habituellement. Oui, mais quel mode utilisait-il avant le Covid? Parce que c'est ça qui est intéressant. Et donc, cette étude de l'UTP, l'Union des transports publics, montre que 30% à gauche, là, 3 plus 27, des utilisateurs des transports publics disent qu'à cause du Covid, ils ne le prendront plus du tout ou moins souvent. Et slide d'après, on voit que ces gens-là qui prennent moins souvent les transports publics depuis le Covid se sont reportés vers la marche, 19%, vers la voiture, 16% malheureusement, et 8% vers le vélo. Et c'est ça qui a fait le boom du vélo pendant le Covid. Malheureusement, ça n'était pas du tout du report modal tel que les professionnels de la mobilité l'espèrent depuis longtemps, mais plutôt au détriment des transports en commun. Donc, certes, plus de vélos, mais pas fait avancer le schmilblick de la mobilité durable, puisqu'on n'a pas réduit la part de la voiture. Au contraire, elle a même plus bénéficié du report que le vélo. Alors, pourquoi n'arrive-t-on pas à remplacer massivement les voitures par le vélo aujourd'hui? À cause de la distance, parce que les distances qu'on doit parcourir sont trop longues. 14,7 km, c'est plus d'1 heure à vélo. Et les autres distances aussi sont trop longues. Quand on parle de la ville du quart d'heure, regardez, ça c'est une étude de Forum des vies mobiles. Les trajets moyens vers l'emploi et les études, c'est 14 km, donc c'est plus d'1 heure, c'est en fait 1h10 à vélo. Pour faire nos courses, rendez-vous médicaux, rendez-vous administratifs, c'est environ 20 km. Donc là, c'est 1 heure à VAE. Et puis sport et loisirs, 14 km, activités sociales, 34 km, et puis divers accompagnements, 12 km. Donc, quand on parle de ville du quart d'heure, certes, il y a les quartiers de la mixité, mais il faut aussi, évidemment, réduire les distances. Voici les alternatives qu'on peut faire, les alternatives à la voiture, mais sont vraiment dépendantes de la distance. Pour 2 km, on peut marcher. Jusqu'à 4 km, la trottinette, c'est pas mal. Ensuite, le vélo, jusqu'à 6 km, c'est une demi-heure. Ensuite, le VAE, 10 km, c'est une demi-heure aussi en VAE. Et le covoiturage n'intéresse qu'au-delà de 10 km. Et je n'ai pas mis ici les transports en commun parce que ça ne dépend pas de la distance, mais ça dépend de s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Juste un petit regard sur le covoiturage. Vous voyez quelques chiffres là de Blablacar Daily. 5 km, les trajets en dessous de 10 km, c'est que 5% des covoiturages sur Blablacar Daily. 24% des covoiturages sont entre 10 et 25 km et vraiment la majorité sont au-dessus de 25 km. En gros, le vélo, c'est pour les trajets très courts et le covoiturage, c'est pour les trajets très longs. J'ai déjà dépassé le temps. Je vais peut-être du coup m'arrêter là sur l'enquête nationale transport et déplacement.
Vous voyez, ça c'est la structure des trajets en France. Donc finalement, vous voyez que seulement à gauche, là, à peu près 12% des gens sont à distance de marche. À peu près cette quantité-là pourrait faire du vélo s'il y avait des pistes cyclables et les autres sont vraiment trop loin. Hop, je vais m'arrêter là du coup, j'imagine. Je passe la parole. Hop, je vais accélérer, tac, tac, tac. En gros, 10 ans pour changer de paradigme et c'est le sens d'un kilomètre à pied, c'est de réduire les distances le plus vite possible pour pouvoir faciliter la mobilité durable. Hop, désolée. Vous aurez tout ça. Comment recruter plus près de chez vous, comment faire des mobilités internes, et rapprocher les gens de leur domicile, comme on peut le faire, ou faire du coworking en interne, ça aussi, on aide les clients à le faire, éviter les trajets sur la pause déjeuner, et voilà. Alors, j'avais effectivement beaucoup de slides. Quelques idées quand les parkings seront vides, tellement on aura fait des bons plans de mobilité, parce que Nolwenn a expliqué que faire des bureaux, mais que faire des parkings aussi, plein de belles choses. Et voilà, merci. Je pense que c'est à moi maintenant. Donc, Hervé Duré de Certivea. Mon propos va porter sur la qualité de vie au bureau liée aux évolutions des modes de vie et de travail dont la crise sanitaire a constitué un accélérateur. Alors, tout d'abord, qui est Certivea ? C'est l'organisme certificateur leader en France pour la certification et la labellisation des bâtiments tertiaires, des infrastructures et de l'aménagement des territoires. Et depuis sa création il y a 15 ans, Certivea porte une vision de la certification et du bâtiment durable qui fait une grande place à la santé, au bien-être et à la qualité des cadres de vie. Et on a une offre donc qui est unique par son étendue puisqu'elle se compose en fait de 3 familles de certifications multithèmes HQE, donc haute qualité environnementale qu'on ne présente plus, mais qui permettent d'aborder différentes échelles du bâtiment, de HQE bâtiment durable et de la ville avec HQE territoire, infrastructure, aménagement durable des quartiers, et qui sont associées aussi à 3 familles de labels spécialisés dans les thèmes de l'environnement, de la qualité des cadres de vie et de travail, et du numérique également. Voilà. Et c'est tout particulièrement sur la qualité de vie au travail, donc en lien avec la crise sanitaire, que je vais maintenant porter mon propos. Alors, la crise sanitaire a bouleversé nos modes de travail et accéléré des mouvements déjà à l'œuvre pour les rendre prioritaires dans l'agenda des entreprises. Nolwenn vous en a évoqué quelques-uns, ainsi que Laure. Ainsi, avec le développement du travail, même s'il ne touche que un quart des personnes, les rapports à l'emploi et au management ont cependant fortement évolué et le monde professionnel est à la recherche d'un nouvel équilibre. Alors, des facteurs d'évolution préexistaient déjà à la crise, en fait. Et parmi ces mouvements à l'œuvre, on peut noter le développement des outils numériques qui entraînaient déjà des évolutions dans les modes de travail, une aspiration pour le travail d'une partie de la population et notamment pour favoriser en fait un meilleur équilibre de vie entre vie professionnelle, vie privée, par la réduction des temps de transport dans les grandes métropoles notamment. Et puis aussi préexistait déjà la recherche d'une meilleure rentabilisation des surfaces de bureaux grâce au plateau paysager, au flex office. Mais le confinement en fait a accéléré ces mouvements en faisant la preuve de l'efficacité du télétravail qui permet une nouvelle autonomie et aussi qui interroge le lien de management qui était pratiqué jusqu'alors. Et puis en portant des revendications plus fortes en matière de qualité de vie, envisagées de manière vraiment globale entre les sphères professionnelles et privées, et puis avec une place vraiment croissante des enjeux de santé, santé quand même selon la définition bien connue de l'OMS, qui est un état de complet de bien-être physique, mental et social. Et c'est important, donc cette recherche de santé globale. Et c'est donc l'organisation globale du travail qui est ainsi remise en question, tant pour les entreprises que pour les collaborateurs. Alors, le travail, aujourd'hui, en situation post-confinement, on n'est pas vraiment sorti de la crise, mais en situation post-confinement, le travail va donc continuer de se déployer sur différents espaces-temps, grâce au développement de solutions numériques, aux nouveaux outils de gestion des collaborateurs, que ce soit au bureau ou en agence, chez soi, dans des tiers-lieux. Et ce phénomène se place dans un contexte de mutation des territoires, comme Nolwenn vous l'a présenté,
avec un aménagement urbain qui est repensé à l'aune du développement durable et qui réinterroge complètement la ville de l'urbanisme fonctionnel, notamment la ville dense et compacte, la ville du quart d'heure, la ville des mobilités douces, des nouveaux services numériques, auquel vient de s'ajouter de façon cruciale aujourd'hui une recherche d'optimisation des usages des bâtiments par la transformation notamment des bureaux en logement. Et puis, ça se place dans un contexte aussi plus global, plus de redistribution territoriale, qui correspond à une aspiration à une meilleure qualité de vie, facilité d'accès au logement, à la nature, rythme de vie amélioré, mode de vie amélioré. Et ces mouvements sont déjà un peu anciens vers les littoraux méditerranéens et atlantiques, plus récents vers les petites villes. On parle de revanche des petites villes et des territoires ruraux, mais dont on ne mesure pas encore les effets et la persistance, c'est encore un peu trop récent. Et face à ces enjeux, en fait, beaucoup d'organisations recherchent la bonne adéquation entre leurs missions, leurs espaces de travail, les attentes de leurs collaborateurs et de leurs managers, afin de renforcer leur performance. Ce qui est intéressant, c'est que ce matin, l'Institut Paris Région a publié son enquête sur les conditions de vie et les aspirations des franciliens. Et donc, je vais vous citer parce que je pense que j'aurais pas pu le dire aussi bien. Le télétravail va aussi changer l'usage des espaces de bureau. Pour rester attractives, les entreprises favoriseront la qualité des espaces de travail, des locaux accessibles, des aménagements de qualité, avec une diversité d'espaces de travail, des agencements nouveaux, des espaces collectifs pouvant accueillir clients et partenaires en favorisant la cohésion des équipes. Et c'est tout à fait, en fait, la manière dont, chez Certivea, on accompagne les entreprises dans ce contexte grâce à notre référentiel de qualité de vie au travail Osmose. Et les retours d'expérience que nous avons des entreprises qui se sont engagées dans cette démarche de labellisation montrent vraiment l'intérêt stratégique d'agir sur plusieurs leviers à la fois, qui combinent l'aménagement qualitatif des espaces avec une animation des équipes pour structurer et faire vivre efficacement ce projet de réaménagement. Et parmi les leviers qui ont été mis en place par nos clients, on peut citer en fait un bâtiment sain et sécurisant pour répondre aux préoccupations sanitaires actuelles, mais des espaces intérieurs qualitatifs pour favoriser justement ces modes de travail différenciés, que l'on travaille seul ou en groupe, collaborativement, des espaces de convivialité, d'activités qui favorisent le lien social à l'intérieur de l'entreprise. Une attention permanente au collectif de travail, effectivement, et puis des facilités pour permettre un accès au bureau selon plusieurs modalités, notamment les mobilités douces dont vous parlez, Laure, et très important, une articulation avec le quartier pour faire bénéficier aussi les collaborateurs des services et aménités de proximité, que ce soit de restauration ou de sport. Voilà pour les quelques minutes, parce qu'effectivement, j'arrive au bout. Je vous remercie de votre attention